Le plus difficile en rédaction de CV, c'est de débuter son CV. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'aide avec la réalisation de ton en-tête pour partir du bon pied. À tout de suite! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom, c'est Mathieu et j'aide les chercheurs d'emploi comme toi à trouver leur nouvel emploi de rêve. Donc, si c'est ton cas, tu peux t'abonner à ma chaîne ici sur YouTube pour plus de vidéos sur le CV ou le LinkedIn ou l'entretien d'embauche ou quoi que ce soit d'autre qui va donc t'aider à accomplir cet objectif-là plus rapidement, qui est de trouver, oui, un emploi plus rapidement, mais aussi un meilleur emploi peut-être que le précédent ou que celui que tu as actuellement. Donc, ma valeur fondamentale, c'est la liberté et je veux donc t'aider à intégrer toi aussi plus de liberté dans ta vie, plus de liberté de choisir donc un emploi à ton goût. Et c'est avec toutes ces petites choses-là, que ce soit avec des outils ou des stratégies plus globales, qu'on va y arriver ensemble. Ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Je me suis spécialisé dans plusieurs sous-sujets de la recherche d'emploi. Par contre, le CV, je suis devenu là, en toute humilité l'autorité au Québec sur le sujet. Beaucoup de gens en employabilité qui me suivent, ne serait-ce que pour ça, pour savoir comment on fait un bon CV. Donc, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, ça va être particulièrement utile. Même si aujourd'hui, on traite d'un sujet qui est plus facile, donc plus light, on parle de l'entête. Tu as déjà fait le plus difficile, hein, ce qui était d'ouvrir le fichier, peut-être te trouver un modèle, bref, de lancer tes démarches, d'attaquer ça de front. Tu l'as déjà fait, je t'en félicite. Et puis donc, aujourd'hui, on va démarrer le document ensemble. C'est important d'avoir une en-tête épurée où est-ce que ton courriel est facilement visible, que ton téléphone est facilement visible, que tu sois facilement joignable. Donc, l'en-tête a quand même quelques subtilités, surtout si tu es immigrant. Je t'invite particulièrement à regarder cette vidéo-là au complet parce qu'il y a des trucs qui s'appliquent spécifiquement pour toi. Dans l'entête. Donc, regarde cette vidéo-là jusqu'à la fin, s'il te plaît. On va donc démarrer sans plus tarder. Juste avant, si tu es intéressé par ce modèle-ci, n'hésite pas à aller le télécharger. Je vais aussi le mettre dans la description. C'est un modèle qui est offert sur mon blog, donc tu pourras le télécharger dans la couleur que tu veux. Je te l'offre donc en 4 couleurs, en rouge, en bleu, en vert. J'oublie la quatrième. Peux suivre le lien pour aller le télécharger tout de suite, mais pause immédiatement. Sinon, si tu l'as déjà, on peut continuer. Donc, le prénom-nom, pas grand secret ici aujourd'hui. Je vais donc pas t'expliquer à écrire comment écrire ton nom. Si tu viens donc de l'international, attention à ne pas mettre le nom de ta grand-mère, par exemple, ou ton middle name. Je sais qu'il y a quelques nationalités là, qui vont comprendre 3, 4 noms, peut-être même 5. Je ne sais pas s'il y en a qui ont 5. Par exemple, moi, ma copine, c'est Katia, Mota, Yagnès, Raphaël. Fait que pour un Canadien, honnêtement, ça peut être difficile de savoir quel est le prénom, quel est le nom dans tout ça. Et puis, ça a été prouvé aussi scientifiquement que lorsque les envois de CV, les noms étrangers font un petit peu plus peur aux recruteurs canadiens. Je ne peux rien y changer, malheureusement. C'est comme ça, mais si tu veux donc contrer un petit peu ça, essaye d'éviter donc le middle name qui n'est pas vraiment coutume ici. Donc, vas-y juste avec prénom-nom. Dans le cas de ma copine, ce serait juste Katia Mota. Donc, je te laisse donc à ton bon jugement quel nom tu vas vouloir utiliser. Ce n'est pas nécessaire de changer tout ton nom pour le rendre plus québécois, mais au moins retirer. Donc, le middle name est le nom de ta mère à la naissance ou le nom de ta grand-mère à la naissance. Ça va être particulièrement pertinent ici. Je débute donc avec mon exemple typique. Je pense que tu as peut-être même déjà rencontré José dans une autre vidéo. Donc, José, voici YouTube. YouTube, voici José. José, c'est mon personnage fictif préféré pour faire mes démonstrations. Donc, José, supposons qu'elle a un PMP. PMP, c'est un Project Management Professional. C'est l'accréditation ça, c'est l'acronyme donc qui désigne l'accréditation professionnelle. Supposons qu'elle a aussi un MBA ou qu'elle aurait une maîtrise en sciences, c'est dans l'entête qu'on écrit ça. Présentement, j'utilise une police qui utilise des petites majuscules. Donc, tu as ici des grandes majuscules et des petites majuscules. C'est le modèle de CV qui est conçu comme ça. Regarde, pour rendre ça plus facile, là, je vais aller le mettre tout de suite, une autre police. J'aurais dû faire ça avant la vidéo, mais bon, ça va être fait. Voilà, je retire les petites majuscules juste pour faciliter la compréhension. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas d'espace. C'est bien important de vérifier
justement l'exactitude de l'acronyme. Donc, par exemple, chez qu'ingénieur, l'ordre des ingénieurs va spécifier, ben c'est pas une majuscule là, au début, c'est I minuscule NG point. Donc, assure-toi d'avoir le bon acronyme. Et puis, assure-toi aussi de les réduire pour pas que ce soit la même taille que le nom. On veut que le nom, en fait, soit le titre du CV. Que ton nom soit le titre du CV. On va aller, donc, mettre environ la moitié en termes de taille de police. Donc là, présentement, on a José Bordelot qui est en 26. Je vais aller chercher donc 14 à peu près. On pourrait peut-être même le mettre en 12. Voilà, donc c'est comme ça qu'on met des accréditations, séparées par des virgules. Je vais même réduire aussi la taille de police de ma virgule pour pas que ça... c'est tout simplement plus esthétique selon mon expérience. Donc voilà. Je vais les retirer maintenant tout de suite pour continuer avec la suite de l'entête. Tu dois savoir qu'au Québec, ce n'est pas coutume non plus, au Québec et au Canada, ce n'est pas coutume de mettre le nom en majuscule comme ce l'est à l'international. À l'international, Europe, Afrique aussi, je pense. Je pense qu'en Asie aussi, la majorité des continents vont mettre le nom de famille en majuscule au Québec et au Canada. Toujours en minuscule. Ça provient peut-être de notre humilité. Je n'ai aucune idée. OK, donc voilà. Donc, ça va donc projeter une image de quelqu'un qui s'est adapté. C'est pas nécessairement, en fait, l'inverse est plus vrai, c'est que si tu utilises ça en majuscule, ben là, c'est peut-être que tu n'es pas au fait de ces petites notions-là qui occurrent au Canada. La ligne suivante, c'est les langues. Donc, tu mentionnes bien sûr les langues que tu maîtrises ici à ce moment-là. Ce n'est pas nécessaire d'écrire écrit ou parler. Ce n'est pas nécessaire aussi, pardon, ça va être ici, et anglais. Pas nécessaire non plus de le mettre directement dans l'entête. Il y a d'autres modèles là, qui vont prévoir une section spécifiquement pour les langues. Moi, dans l'autre modèle, j'ai décidé de le mettre directement au début pour déclarer donc la langue avec laquelle on doit communiquer avec toi. Donc, français, anglais. Évite les termes qui sont fonctionnels, anglais fonctionnel. Fonctionnel, c'est propre à interprétation chez le recruteur. Donc, évite absolument ces termes-là si ton anglais n'est pas parfait. Tu peux donc soit retirer l'anglais si tu ne te sens pas à l'aise de le mettre du tout. Si tu veux quand même indiquer ton niveau d'anglais, vas-y avec un score numérique. Évite le terme aussi intermédiaire, anglais intermédiaire. Ça donne l'impression d'un anglais qui serait 5 sur 10. Essaye donc d'y aller avec un score numérique peut-être, par exemple, 3 sur 5 ou 7 sur 10 qui va donc paraître beaucoup mieux qu'intermédiaire, qui va paraître beaucoup mieux que fonctionnel ou en fait qui va être moins propre à l'interprétation qu'un terme comme fonctionnel. Un score numérique est quand même propre à interprétation, donc 3 sur 5. Oups, j'ai pas le... Voilà ma barre oblique sur 5. Donc, ça aura l'air de ça environ. Si tu veux inscrire espagnol, mais que tu as juste peut-être 1 sur 5 ou 3 sur 10, laisse l'espagnol de côté. C'est sûrement pas nécessaire pour ton prochain emploi, à moins que ce soit vraiment un emploi qui le requiert. Ben là, mentionne-le. Il y a d'autres modèles donc qui vont prévoir des petites étoiles pour le langage. Donc, pas dans ce cas-ci. Ben là, on pourrait faire un copier-coller où là, tu peux mettre ta maîtrise des langues avec des petites étoiles comme ça. Donc, par exemple, français ou anglais. Je vais prendre anglais dans ce cas-ci. Donc, voilà. Tu n'auras qu'à pondérer donc, ta connaissance de la langue avec le nombre d'étoiles ou avec ce score numérique-là qu'on vient de voir. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour les langues. Je passe tout de suite à la prochaine ligne qui est ville et province. Donc, évite l'adresse complète. L'adresse complète, là, ce n'est pas nécessaire dans un CV. On n'a pas besoin de mettre le code postal là-dedans. Au moment là, où tu seras embauché, tu leur diras où tu habites, mais là, c'est un document d'embauche, c'est un document marketing, tu veux ça épuré. On n'a pas besoin de savoir ta rue ni le code civique. Donc, juste la ville et la province située au Canada. Donc, par exemple, Montréal, Québec. J'ai eu la question une fois qui me dit « Ah ben, moi j'ai eu un employeur qui a refusé ma candidature parce que j'habitais dans l'est de l'île. Fait que là, c'est pour ça que je trouve ça important de mettre mon adresse complète. Comme ça, j'avise les employeurs, puis ça les prévient là, si je suis dans l'est de l'île. Mais je me dis, pourquoi fournir un élément
à un employeur potentiel qui est donc susceptible de t'éliminer. En plus, dans sa question, la chercheuse d'emploi m'avait dit, moi, ça me dérangeait pas là, de faire tout ce voyagement-là, mais l'employeur jugeait que c'était pas bon pour moi. Fait que là, tu sais, j'hésite à mettre juste la ville. Je trouve ça important de spécifier où j'habite. Ben non, faut pas leur fournir ces éléments-là. Si tu penses que c'est un élément qui peut mener à ton élimination, s'il te plaît, va juste mettre Montréal et puis complique-toi pas la vie, puis va pas te tirer dans le pied avec quelque chose comme ça. Donc, dans l'autre modèle ici, c'est la même chose, ville-province. Par contre, situé sur une lettre de présentation. Dans une lettre de présentation, les règles du français ou de la structure d'une lettre veulent qu'on mette l'adresse complète. C'est aussi utile peut-être moi, j'ai l'habitude de mettre la lettre dans le même fichier que le CV. Hein. Donc, si la lettre est dans le même fichier que le CV, tu vas pouvoir remplir les champs plus facilement du système de gestion de candidature. Donc, le système de gestion de candidature va scanner ton CV pour repérer l'adresse, puis ça va donc remplir les champs automatiquement. Si jamais tu n'as que le CV, inquiète-toi pas, il y a plusieurs autres outils dans Google Chrome, dans les furteurs web, qui remplissent les champs automatiquement pour toi maintenant. Il y a même des gestionnaires de mots de passe où tu pré-enregistres tes coordonnées, puis ça t'évite donc d'avoir à mettre l'adresse complète dans ton CV. Donc, je le répète, si tu veux, tu n'as même pas à la mettre dans la lettre. Est-ce qu'on enlève la ville complètement? Ah, ben ça, peut-être faire attention. Ça te prend quand même là, un minimum d'indices sur où tu résides présentement. Si tu étais à l'international, je suggère de ne pas mettre la ville à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs villes, je ne sais pas moi, en Suisse, en Belgique, en France, si tu es dans la francophonie présentement. Je t'avoue que des villes, là, si c'est peut-être pas Paris ou Bruxelles ou quoi que ce soit, il y a bien des chances qu'au Canada, on ne les connaisse pas. Donc, d'où l'importance aussi d'enlever la rue, hein, puis la ruelle, puis le quadrilatère, puis toutes les mentions qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée dans ce document marketing-là, qui est le CV. Donc, si pour toi, tu es à l'international, vas-y juste, regarde, avec ton pays de résidence et entre parenthèses, qui peut être super bien indiqué, là, c'est par exemple en direction de Montréal, si tu prévois donc une relocalisation. C'est comme ça qu'on fait ça dans un Québec, dans un CV, pardon, et ça rassure le recruteur ou le gestionnaire d'embauche sur ta direction, ta relocalisation. Et si tu veux spécifier donc le moment où ça va se passer, donc par exemple en direction de Montréal, Québec, en août 2019, donc là tu as quelque chose de solide, ça peut même venir, tu n'as même plus besoin à ce moment-là d'en parler dans ta lettre de présentation, parce que sur le CV, ça va même avoir l'air encore plus évident, encore plus clair. C'est comme ça qu'on spécifie une relocalisation. Si tu étais dans une autre province, tu peux même te permettre la chose aussi. Hein. Supposons que tu es à Thunder Bay, Ontario, en direction de Montréal, Québec en août 2019. Très rassurant. Donc là, c'est vrai qu'on peut s'éviter une élimination hâtive juste à cause du fait qu'on réside ailleurs. Donc, c'est vraiment pertinent de le mettre. C'est tout pour la ville. Donc, je profite du moment que je suis dans l'autre modèle là, pour juste te spécifier si jamais donc ton nom n'entrait pas, là, que tu as téléchargé ce modèle-ci, qui est un modèle, lui premium. À ce moment-là, très facile, fais juste donc réduire la police pour le faire entrer. Tu peux jouer aussi avec ta règle légèrement, là, tant aussi longtemps que ce n'est pas trop exagéré. Ne va pas la mettre jusqu'à la fin. Tu peux la mettre sur 2 lignes si jamais ton nom est vraiment trop long, parce que là, à partir d'un certain moment, tu veux que ton nom demeure le titre du CV, donc tu veux que ça demeure assez gros. Donc, si jamais, moi, je sais pas, Pierre-Olivier, Tétrault, Marcel, je salue tous les Pierre-Olivier, Tétrault, Marcel du Québec. Bonjour à tous les Pierre-Olivier. Donc, là, à ce moment-là, oui, mets-le sur 2 lignes, Pierre-Olivier. C'est pas de ta faute là, si tes parents t'aimaient pas. Donc, voilà, c'est la seule spécificité que je voulais dire sur le nom. Donc, on a terminé donc avec le nom, on a terminé avec la ville, on a terminé avec les langues. Passons maintenant au numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, on en veut un seul. On veut plus de numéro de téléphone à domicile. Est-ce que ça... oui, si tu veux être joint à domicile, là, tant mieux. Habituellement, je sais que c'est plus le cellulaire qui est coutume, mais non, mon conseil, c'est de ne jamais mettre 2
numéro de téléphone, mets-en juste un. Sinon, c'est mélangeant pour rien, ça prend de la place. Est-ce qu'il faut qu'on laisse des messages aux deux places? Où est-ce que tu es le plus joignable, là? Vas-y avec le cellulaire ou le numéro de téléphone à la maison. Je sais même pas si ça existe encore, des téléphones de maison. Même mon père a cancellé le tien dernièrement. Donc, voilà, ce n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs numéros de téléphone, c'est même nuisible. Tu as donc, selon l'Office québécoise de la langue française, un numéro de téléphone en français s'écrit donc sans parenthèse ici, tu vois bien, à l'indicatif régional sans parenthèse, pour ensuite indiquer donc les 3 premiers numéros, tiret les 4 derniers numéros. Si tu rédiges un CV en anglais, mon traducteur, là, qui sait pas mal ce qu'il fait, me disait que ça prenait un tiret, donc je lui fais confiance. J'aurais peut-être à vérifier le tout, mais je suis pas mal sûr de me tromper. Habituellement, il suit toutes les règles de rédaction, donc à ma connaissance, ça prend un tiret lorsque tu rédiges en anglais. Et si tu rédiges en anglais, ben, tu mettrais donc ton langage anglais d'abord, donc English and French par exemple. Voilà, ça aurait l'air de ça. On passe au courriel. Je n'ai pas besoin de te dire de mettre un courriel professionnel sur ton CV. De toute façon, les gens qui mettent 69 dans leur CV, en général, ne lisent pas mon blog ou n'écoutent pas mes vidéos YouTube parce que c'est des gens qui manquent de jugement. Donc, 69, on évite les Poppy Fruity et je sais même pas où est-ce que je tire ça. Je m'égare, donc évite les courriels non professionnels. Surtout, évite les courriels de ton employeur actuel, s'il te plaît. Si tu es... le courriel, là, c'est un outil qui t'est prêté, ce n'est pas à toi. Et je sais peut-être qu'il t'a permis de l'utiliser pour toutes sortes d'occasions, peut-être qu'il est au courant de ta recherche d'emploi, mais d'un point de vue extérieur, du moins de mon point de vue, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas respectueux d'utiliser le courriel de ton employeur actuel sur ton CV. S'il te plaît, va te munir d'un Gmail, va te munir d'un Hotmail ou d'un Caramel si tu es resté dans des années 95-2000. Donc, vas-y avec un adresse là, personnelle, s'il te plaît. Donc, sur Microsoft Word, à partir du moment où tu mets ton arrobase, ton A commercial, le courriel va s'entrer automatiquement. Donc, utilisons l'exemple de José Board. Ici, je vais faire CTRL-Z ou commande Z sur Mac pour retirer la majuscule. Ça me fatigue un petit peu, moi, quand il y a une majuscule au début d'un courriel. Habituellement, ce n'est pas nécessaire. Pas habituellement, ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc, supposons josé.board@gmail. José a écouté notre conseil et n'a pas utilisé le courriel de son employeur. Voilà. En pesant sur Enter ou espace à la fin, ça produit le courriel automatiquement dans Word à partir du moment où il y a l'arrobase. Donc, tu sais maintenant que ton courriel est cliquable. Très important dans ton entête que ton courriel soit cliquable, ça te rend tout simplement plus joignable. Je répète, ton courriel doit être cliquable. Si jamais le conseil d'espace ou d'Enter ne fonctionnait pas, donc tu dois surligner ton courriel, aller dans Insérer, pour ce qui est en tout cas de Microsoft Word pour Mac, et tu vas aller insérer donc un lien hypertexte dans ton en-tête. C'est tout pour ce qui est du courriel. Courriel, c'est très québécois, hein, donc email pour ceux qui me regardent de l'étranger. Ensuite, on a le lien LinkedIn. La question, est-ce que je mets mon lien LinkedIn sur mon CV si jamais mon LinkedIn n'est pas très, très complet, que j'ai juste 3 contacts? Réponse courte, c'est non. La réponse longue, ce serait peut-être même qu'il faudrait que tu supprimes ton profil LinkedIn des internets. Il y a une trace de toi qui est là, qui paraît pas trop professionnelle. Soit que tu vas remplir ton LinkedIn un minimum ou que tu vas le supprimer. Donc, voilà. Ton URL LinkedIn doit être absolument raccourci. Ici, à quelque part dans l'écran, là, je vais mettre une vidéo qui va t'indiquer comment raccourcir ton URL LinkedIn pour que ce soit plus esthétique sur ton CV. Si tu as une série de chiffres et de lettres, là, BA019 à la suite de ton nom, c'est signe que ton courriel n'a pas été raccourci. Si tu as plus de 50 ans, tu dois attraper absolument tous ces détails-là qui prouvent ton actualisation technologique. Donc, va regarder la vidéo tout de suite pour savoir comment réduire ton URL LinkedIn et paraître
plus professionnel sur ton CV. Tu dois aussi faire en sorte que ton URL soit cliquable. Donc, pour qu'un URL soit cliquable sur un CV, on met soit le www d'abord pour l'écrire ou le HTTP, HTTPS, // pour les francophones. Donc, voilà, www.linkedin.com/in/José Bourdeleau. Donc, en appuyant encore une fois sur espace ou sur Enter, ton lien va se créer automatiquement. Même que ça fonctionnerait si ce n'était que le www ou que le HTTPS, ben, tu fais ta touche espace et ton lien va se créer automatiquement. Et puis, pour rendre ton courriel ton adresse URL encore plus esthétique, tu peux ensuite, une fois que le lien est créé dans Microsoft Word, aller retirer ce www-là pour épurer encore davantage. Et voilà qu'on a une URL raccourcie. C'est ce dont ça devrait avoir l'air. Donc, un URL, une en-tête là, épurée a l'air de ça. Je vais retirer ici le courriel. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de mettre dans une en-tête. Ensuite, j'ai parfois eu la question, est-ce qu'on met un titre? Donc, par exemple, je vais écrire ça à la place des langues là, pour faciliter le tout. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est une volonté de te positionner. Moi, j'aime ça les titres dans un CV, tant aussi longtemps que ce n'est pas une autoproclamation ou que tu t'auto-baptises là, avec un titre de poste. Le plus gros problème avec les titres, c'est que les gens vont donc prendre le même titre que l'offre d'emploi pour stratégie de mots-clés ou je ne sais pas trop. Puis là, ça peut causer des problèmes. Supposons que Josée était technicienne au support seulement, puis que là, elle se proclamait senior parce qu'elle veut accéder à un poste senior, ou supposons un ingénieur qui veut accéder à un poste de gestionnaire de projet, puis là, il se proclame gestionnaire de projet dans son titre. Là, il y a le problème avec les titres. Si tu as ce dilemme-là, n'y va pas avec un titre, utilise simplement l'objectif professionnel pour te positionner, puis donner une mouvance, donner une direction au CV pour dire là où tu t'en vas. Donc, tu passes d'ingénieur à gestionnaire de projet. Donc, je vais faire une vidéo seulement sur l'objectif en passant. Donc c'est avec l'objectif que tu vas accomplir cela, mais ce n'est pas en usurpant ou en t'auto-baptisant là, gestionnaire de projet senior ou technicien. Ça va même probablement mener à une disqualification immédiate. En tout cas, moi, si je voyais ça, tu serais disqualifié tout de suite. Donc, c'est la seule chose à savoir sur les titres, mais sinon, si comme Josée, tu étais préposé aux bénéficiaires ou infirmière puis que tu veux accéder à un autre emploi d'infirmière, ben oui, tu peux utiliser le titre à ton avantage. C'est même psychologiquement très fort parce que ça trace ton positionnement direct. Ça veut dire « je suis infirmière » pour le rester. Et voilà, donc c'est très, très solide. Tu peux aussi te permettre de mettre un portfolio. Donc, je vais utiliser l'exemple avec Behance, qui est un des plus connus, ou peut-être même le plus connu. Donc là, tu peux, dans ton en-tête, mettre ton portfolio. Voilà. José Bourde. En général, les compagnies savent que Behance, là, c'est un portfolio. Tu peux peut-être mettre un icône pour le préciser ou inscrire que c'est un portfolio. Mais d'habitude, dans une en-tête, là, comme tu peux voir, il n'y a pas de... À part les petites icônes, là, on n'écrira pas que le téléphone est un téléphone. On voit bien que c'est un indicatif régional. C'est absolument inutile d'encombrer l'en-tête avec le téléphone, 2 points, courriel, 2 points. On le voit bien que c'est un courriel, mon ami. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire. Il y a peut-être juste le portfolio là, que tu peux mentionner que c'est un portfolio, mais à part ça, évite absolument toutes ces mentions-là. C'est ça qu'on veut dire quand on veut dire d'épurer une en-tête. On veut dire rends ça clair. Tu vois, c'est une stratégie de design que d'enlever absolument tous les mots qui ne sont pas nécessaires parce que ça crée davantage d'espacement de blanc. C'est une stratégie qui s'appelle le white space en design et qui est même utilisé par Google. Si tu vas sur Google, c'est tout blanc. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas rien. Ça a beaucoup aidé à Google à devenir ce qu'il est aujourd'hui, alors qu'à l'époque, Yahoo mettait des publicités un petit peu partout, puis tout ça. Donc, le design est super important dans un CV. Ça va donc mettre
l'accent sur les choses sur lesquelles tu veux attirer l'attention. Par exemple, sur l'objectif ou sur tes compétences ou quoi que ce soit. Donc, tous les mots inutiles doivent être retirés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le travail d'épurer l'entête. Là, je viens de cliquer sur le lien, c'est pour ça qu'il est rendu mauve, mais ça me donne l'idée de t'inciter à vérifier tes liens une fois qu'il a été transformé en PDF, par exemple, ou qui a été donc juste fait en Word, ben, vérifie donc que ton courriel fonctionne bien. Et puis, fais attention aussi que ton lien, ton courriel ou ton adresse URL ne soit pas sur 2 lignes. Dans Microsoft Word, une adresse URL qui est sur 2 lignes n'est plus cliquable. Donc, tu peux à ce moment-là peut-être réduire la police un tout petit peu. Tu peux peut-être jouer avec ton alignement un tout petit peu pour que ça revienne sur une ligne. Très important. Dans une en-tête aussi, tu peux, encore une fois, si tu viens de l'étranger, un bon conseil pour toi, tu peux spécifier, même si ta résidence canadienne est en cours d'obtention, ou si tu as obtenu ton PVT, donc PVT obtenu, puis ici, là, tu écrirais, moi, je sais pas, par exemple, France en direction du Québec. Donc, c'est comme ça qu'on fait une en-tête lorsqu'on vient de l'étranger. C'est là que c'est légèrement différent. Et puis qu'on va donc mettre aussi l'indicatif. Donc, c'est France, là, c'est plus 33, 0, quelque chose. Fait que là, tu vas être sûr qu'on comprend bien comment t'appeler. Dernier petit conseil avec ce modèle-ci, lorsque tu écris donc ton courriel, je vais réutiliser le même josé.board@gmail.com. Quand tu le crées, ça se peut que la couleur soit différente parce que dans un document Word, on ne peut mettre qu'une couleur préenregistrée pour les liens. C'est pour ça que dans la marge, hein, ça va prendre la couleur qu'on voulait dans le lien ici. Donc moi, je les voulais en gris. C'est pour ça que là, dans l'entête, celle l'indique en gris. Et puis à ce moment-là, il faut aller vérifier la couleur du texte. Donc, on va aller dans la couleur de la police. On regarde quelle a été sélectionnée. Si tu ne le vois pas dans les petits carrés ici, tu vas appuyer ici sur couleur supplémentaire et vérifier avec le rouge, vert, bleu, ici, là, la composition de la couleur pour la répéter sur ton courriel afin d'avoir un courriel qui est bien visible dans ton en-tête. Donc voilà, maintenant que je sais que c'est celle-ci, ben, je m'en vais la sélectionner et j'ai un beau courriel dans mon en-tête. N'était-ce pas merveilleux? Donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur l'en-tête. J'ai couvert pas mal tous les sujets, pas mal tous les angles. Mais si tu as des questions supplémentaires par rapport à ta situation, ben, je t'invite à commenter sur YouTube ou par exemple sur les médias sociaux si tu vois cette publication-ci sur LinkedIn ou sur Facebook. Je lis absolument tous les commentaires, donc envoie-moi tes questions et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines sections du CV ensemble. Donc, objectifs, compétences, les vidéos ne sont pas encore sorties, mais j'ai l'intention d'en publier à chaque 2 jours et peut-être même à chaque jour. Donc, on va aussi couvrir le LinkedIn. Il y a pas mal de bon contenu qui s'en vient sur cette chaîne-ci. Donc, abonne-toi à l'œil du recruteur tout de suite. Et là-dessus, je te souhaite une bonne recherche d'emploi. On va probablement se recroiser très bientôt dans cette carrière qui est la tienne parce que chaque emploi est temporaire. Donc, à bientôt et merci beaucoup pour ton écoute.